ça, on va mettre... Voilà. Donc là, l'output de base, vous voyez la petite icône qui va vous indiquer le type d'output dont il s'agit. Donc là, ça c'est une URL. Ensuite, le nom de l'URL, le status code, le titre de la page. En fait, cet output ressemble fortement à l'output de HTTPX et c'est pas pour rien, c'est parce qu'on trouvait l'output de HTTPX joli et que... Ah, par contre, il faut enlever le tiret JSON du coup. Voilà. Voilà. Mais voilà, avec des flags en plus, quoi, du coup, pour avoir le status code, le titre, etc. Ah oui, c'est parce qu'on récupère le JSON, donc là il faudrait mettre -sc, je sais pas. C'est pour ça qu'on a développé C14. Ouais. Tac. Oui, parce que ça c'est HTTPX. Si je voulais le content length par exemple, je suis obligé de rajouter -cl et il va me le mettre ici là. Mais bon, avec C14, vous n'avez pas trop ce problème. En fait, vous récupérez le JSON de HTTPX et après on monte tout. Ou presque, parce qu'il n'y a pas les headers de la réponse, etc. Il y a des trucs qu'il n'y a pas. Mais dans tous les cas, dans le JSON résultant, vous aurez tout. Donc l'idée aussi de C14, c'est qu'on arrête de faire des outputs en fichier texte avec que des URL flat et qu'en fait nos outputs, ça devienne du multidimensionnel avec tous les fields tout le temps. C'est-à-dire qu'on veut garder tous les fields tout le temps. Et le fait de faire ça fait que on a toutes les datas en fait sous la main tout le temps. Donc par exemple là l'URL qu'on vient de voir sur le terminal. Vas-y, dis-moi. File system as a DB, putain, file system as a DB. Donc, ok, on peut avoir une vraie DB, mais genre juste avoir des systèmes parsables sur du file system qui est simple à gérer, qui est juste non over-généré, mais qui peut quand même permettre, à moins d'aller avec des niveaux de scale vraiment monstrueux, tu fais ce que tu veux. Bah oui, c'est ça. C'est ça, et puis si en plus il y a du JSON, des rapports en JSON, bah c'est parfait avec GQ et tout, vous pouvez tout parser. Mon rêve. Hein. Oui, c'est le rêve de tous les pentesters, j'ai l'impression. À la base, on voulait le vendre. Donc, je me répète, mais d'où c'est 14 le rêve, c'est pas de l'avoir, c'est de l'avoir pas trop mal implémenté et pas avoir besoin de le maintenir. Ouais, et c'est là que vous intervenez. Donc la commu aussi, évidemment. Non, mais après, le fait est qu'on a construit un peu le cœur pour qu'on n'ait pas trop besoin de le maintenir non plus. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on doit faire, c'est attendre les releases des outils individuels, et s'ils ont cassé quelque chose, on le fixe, on a des tests d'intégration qui vérifient ça, et on a 2 lignes à changer, et c'est bon. Il faut que ça soit simple aussi à implémenter l'e-task. Donc je pense que même bon, peut-être pas encore, mais même quelqu'un qui fait pas trop de Python, on va dire, peut arriver à implémenter de nouvelles tasks sans problème dans ces cas-là. Voilà. Après, il n'aura peut-être pas des notions un peu plus profondes d'options mutualisées avec des catégories d'outils, etc. et de parsing d'output en live. Il y a assez pour drafter derrière, vous allez prendre le relais pour donner un coup de main. Bah, c'est ça, c'est ça. Moi par exemple, je suis pas dev de base, je suis quand même admin 6 et j'arrive à intégrer des outils, quoi. Et pourtant, j'ai pas 50 devs dans mon sac et ça marche quand même, quoi. Voilà, et donc ça c'est le JSON, le report là, de la task HTTP qu'on a lancé. Et donc on voit que là on a tous les détails en fait qu'on n'a peut-être pas dans la CLU, par exemple le temps que ça a pris, je sais pas, d'autres détails. Bon, on va rajouter de la complexité là. Donc par exemple là on a un 301, on a une redirect, donc on va essayer de follow les redirects. Donc follow les redirects, on fait le help. On a une petite option mutualisée FRD, on va utiliser cette option mutualisée. Et au passage, on voit un petit screenshot là, on va mettre un petit screenshot et on va mettre. Qu'est-ce qu'on va mettre? Petit coup de l'icône H, des fois qu'on va faire des choses après. De HO, tu veux dire? Je pensais le favicon. Le favicon. Bah, oui, besoin il n'y a pas longtemps, pourquoi pas. Je sais même pas si c'est implémenté. Juste dis-moi pourquoi on voit l'option un coup en bleu, un coup en vert. Alors le bleu c'est l'option long et short. Ouais, le bleu c'est l'option longue. Sauf qu'on a aussi du short qui a un seul tiret mais quand même du keyword parce qu'on est en Go. Yes. Ouais. Pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas, ça doit être un bug de Reach.
Non, je veux dire, pourquoi est-ce que... Bah, je pense que c'est Go qui a fait Ah, ça. pour le... Juste Go a choisi le fait de je sais casser pas. cette convention de un tiret peut maintenant être de l'option longue quand même. Oui. Ouais. Je trouve ça bien, et en vrai, moi, j'aurais bien aimé que Sécator ait que des options short. Que des shorts, pourquoi pas, Ou mais pas le que fait... des shorts, mais que ça, par exemple, ça soit avant. Mais pareil, on doit pouvoir modifier Reach, qu'en priorité, ça soit celle-là, quoi. Ça peut, mais ce que je veux dire, c'est plutôt le fait que là, on ait des options short, donc un seul un tiret, mais qui sont quand même composées de plusieurs lettres, Oui. qui fait qu'on ne peut plus les chaîner. Bon. Ouais. Après, s'il y a que des vraiment très courtes, pas bien grave, mais je sais pas, j'aimais bien le concept. Ouais, après, moi après, ce que j'aurais désiré, c'est d'avoir un genre tiret SR et un tiret store tiret réponse, quoi. Et carrément enlever les tirets, pourquoi taper un tiret de plus par option en fait? À quoi ça sert? Voilà, mais ça c'est... La tendinite pour travailler, la petite tendinite pour la cinquantaine. L'usure de nos claviers. Le complot, évidemment. Après tu phases après au bout d'un moment. Ok, et donc juste pour vous montrer l'output, donc là l'output a un peu changé, c'est-à-dire que là par exemple dans la réponse il y a le screenshot, donc si vous faites CTRL-clic, là si vous êtes sur un éditeur digne de ce nom, vous ouvrez le screenshot quoi du coup. Vous avez le screenshot avec, etc. Alors le favicon, il doit être dans le juste. Petit 64 qui traîne. Ah non, c'est plus court que ça en fait, ça donne le H du favicon. C'est pas le favicon, c'est le H. Ah oui, c'est le H du favicon. Mais contrôle Fav. Non, il est pas dans la Non. je sais pas. Ça Ok. doit être un bug. Donc on continue avec. Oui, je vais juste vous montrer. Avec un fichier, donc il y a un autre fichier. Tac. Cyclopshare.com, histoire de taper sur les copains. Vas-y si tu veux. S'il faut populate, toujours présent. Et donc, là vous changez juste votre target, vous mettez votre fichier en fait. Le but c'est que ça vérifie si c'est un fichier d'abord, et si c'est un fichier, ça va splitter le fichier en... Voilà, et donc là vous avez vos 3 magnifiques screenshots, donc celui-là on l'a déjà vu. En tant que grand celui-là- consommateur de la version Docker de Sécator, Oui. il faudrait vraiment qu'on réfléchisse, qu'on réfléchisse globalement à un moyen d'avoir l'autocomplétion et le preview des fichiers. Parce que vu que c'est save dans le point route de Sécator, tous les liens, les chemins de fichiers sont un peu fucked up, à moins de faire des shenanigans de liens, mais voilà. Faudrait qu'on réfléchisse je pense à un point de montage partagé, Ouais. ou juste un match and replace dans la sortie. Et ça marche pas quand tu fais quand tu mountes ton .sécator au route.sécator, ça marche pas? À un chmod 777 près, oui, mais... Ah d'accord, ah oui, parce que moi, t'as pas les CH permissions. on. Ah oui, c'est vrai qu'on en avait si parlé de tu ça. Ouais. Et si tu les reown, bah tu pètes pour le prochain run de Sécator parce qu'il Ah a pas oui. envie d'écraser des trucs pas à lui. On ne peut Alors, pas bourriner à ce point-là. Il y Ouais. a un mapping du ID qu'on peut faire côté Docker, mais il faudra jamais eu trop le besoin, à creuser. Non mais j'avoue, donc c'est-à-dire que dans l'image Docker, il faudrait créer un user et foutre tout dans le user. Même pas forcément. Même pas forcément, parce que si l'UID est différent, tu vois, moi, Ah oui. les UID de nos machines par défaut, c'est du 1000 ou 1001. Mais s'il y a du 1003, ça va niquer quand même les droits. En revanche, Ouais. il y a un système de prêtage du ID où le root du Docker peut avoir l'UID de ton utilisateur courant qui a fait le Docker Run. Ah, ok. Et du coup, tu pètes pas les permissions, t'as vite fait de l'ownership qui change, mais normalement, les accès sont pas cassés. Et ça fonctionnerait des sudo nmap à l'intérieur du conteneur avec ça? Si on fait en sorte que ce soit le user courant qui passe son UID au faux root du Docker, non. En revanche, si on ajoute si on rajoute de la capability netbinrow machin, Ouais. oui. Ah oui, d'accord, ok. Bref, je pense que le plus simple serait plutôt d'avoir un mount partagé dans la commande du Docker, mais bon. Ouais, bon, ça se discute de grave ça. Ouais. C'est vrai que vu qu'on l'utilise pas trop en Docker, à part en production, on va dire, où il tourne, et en fait les reports, on les regarde même plus sur le file system, on va expliquer, mais on les envoie sur des DB et on regarde avec des visualisateurs de DB, voire des UI en fait. Ouais, sinon en local, j'utilise avec Pipix, donc... Ok, on continue. Hein. Là, je voulais vous montrer un peu d'autres options, genre
Si vous voulez modifier à quoi ressemblent les résultats, par exemple, vous voulez pas du JSON, vous voulez pas du JSON, vous voulez une table, vous mettez tiret haute table. Si vous voulez tout, vous pouvez mettre virgule CSV, JSON, texte. Je mets pas Gdrive parce qu'il faut le configurer, mais tac. Et là, vous avez tout normalement. Parce que pour l'instant, là, ça mettait que le JSON et CSV au cas où. Alors, par défaut, c'est JSON et CSV, c'est ça. Ok, donc ça, on a c'est une le duplication défaut. de données. Oui, tu as une petite duplication, mais on la trouve utile, Par entre choix, guillemets, parce que... Complètement. C'est que du texte, c'est pas bien lourd, au moins tu as ça à disposition. C'est ça. Puis tu vois, tu as des fois où tu veux loader toutes les URL dans ton VS Code avec un lecteur de CSV ou dans ton lecteur de CSV, et tu veux sort rapidement par les URL ou les status code, ou je sais pas. Et du coup, c'est plus simple dans ce cas-là d'avoir des CSV, je trouve. Mais, Un bon vieux cut. Ouais. Oui, un bon vieux cut, ça marche aussi. Hein, bah non, du CQ. Du CQ. CQ, il y a aussi CQ pour CSVQ. Deux questions chat-based. Vadrin qui te dit, est-ce qu'un upload dans un S3 est possible? En tout cas, est-ce que c'est déjà un plem? Parce que je présume que ce sera pas grand-chose. S3, c'est pas un plem, mais ça se fait facile. Hein. Franchement, Okay. Regarde si tu veux faire une paire. Regarde dans C14 Exporters. Et tu t'inspires d'un truc qui existe déjà, tu vois, genre tu t'inspires de Google Drive, c'est pas mal. Je pense qu'honnêtement qu'il était que de savoir si c'était déjà prévu, parce que crois-moi que connaissant le bonhomme, il va aller te le trouver le code et te le plier en deux, la PR, et plus encore. Je pense que s'il y en a qui a des personnes qui va potentiellement faire des PR ce soir, c'est lui. Encore que Yanzak, ça pourrait. Deuxième question au passage, bien sympa l'output table, y a-t-il du Markdown également? Non, pour l'instant non, parce qu'on est en train de se designer la chose. C'est-à-dire que le Markdown, qu'est-ce qu'on est plus un format visuel que de la donnée. C'est plus un format visuel, et donc le Markdown, ça serait plus pour on veut un pentest report, quoi. Donc on veut lancer 25 workflows sur 10 jours et à la fin générer un rapport de pentest. Et en vrai, là, on pense plus à des trucs comme GPT, plus fichier upload ou Yama, ou enfin des Open LLM, plus fichier upload, et après un truc qui génère une AI qui génère du Markdown pour les résultats. Donc voilà. Après, en soi, l'output de Rich est quand même joli de base. Ouais. Donc vous n'avez pas forcément besoin. Mais... dès que tu commences à faire des poules avec beaucoup de données, ça, c'est des questions, on viendra sûrement sur la suite. Mais comment s'en sortir quand ton C14 output result te marque des tableaux entiers et que tu scrolles pendant 20 minutes pour t'en sortir? Tu n'utilises pas les tableaux. Ouais, c'est ça. Tu utilises le JSON, mais du coup, c'est la première réponse que je souhaitais entendre. Mais la deuxième question, c'est, ok, le JSON, il y a plein de formats différents qui sont unifiés, certes, mais par exemple, si je veux toutes les URL des scans, est-ce que, il y a plein de clés différentes? Est-ce que je fais un bon gros JQ pipe grep? Est-ce qu'il y a des... Écoutez, nous on donne la donnée, on va pas non plus la préparer. C'est l'étape, on va dire, naturelle, intermédiaire suivante, tu vois. C'est de faire du JQ avec des selects. Et après, l'étape d'après, c'est de la database, en fait. Et des queries avancées sur de la database. Donc... je te conseille de passer à l'étape JQ, et après, quand tu sauras utiliser l'outil et que tu es bien à l'aise avec, tu passes sur du MongoDB, ou pour l'instant, il n'y a que ça en database, mais ça suffit largement. Et après, tu explores tes résultats avec un database viewer et tu tapes des queries NoSQL facile, quoi. Surtout qu'en plus, maintenant, sur MongoDB, tu peux taper du JS. Donc, après, il faut connaître le JS, évidemment, mais tu peux faire des queries en JS. Il y a d'autocomplétion, il y a une curse maintenant et des trucs comme ça. Petite question d'un play MongoDB, des fois, c'est pratique mais chiant d'avoir besoin de monter une DB, un Docker ou un host externe. Là où pour le MySQL, on a du SQLite, est-ce qu'en MongoDB, on a un équivalent un peu file system based mais qui permet quand même de faire du Mongo? Je suis pas sûr, mais... Alors, j'y réfléchis, mais on se demande si on veut vraiment le supporter. En gros. Mais c'est là que je peux vous montrer un peu ça. Bon, c'est pas grave, bien sûr. Donc, le C14 report, R c'est pour report, list, va vous avoir tous les anciens JSON. Qu'est-ce que je sais même plus où je voulais en venir avec ça. Ah si, oui, le report show. Le report show. Donc, du coup, tu as une autre commande qui permet de show un JSON. Alors, il faudra que je fasse un workflow pour que ça soit mieux.
mais en gros qui te permet de prendre un truc existant et de le remontrer sous la forme que tu veux. Ok. Sachant que pour des gros workflows, des gros scans, c'est super utile ça. Quand tu vas avoir des centaines de milliers de résultats et après tu pars faire ta pause et puis tu reviens, ton terminal il est clear, tu sais pas pourquoi. En fait, tu as encore tes reports et tu peux les re-show et tu peux revoir ce que tu as fait. Ou un crash d'ordi basique que j'ai eu juste hasard. avant de lancer le stream. Au hasard. Au hasard. Au hasard. Ils ne savent pas, pour quand même du Virtuose, on a actuellement un backup de partage d'écran via Discord dans lequel on est tous sur Vidéo Ninja comme à l'usuel parce que on avait des crashs périlleux, non prémédités. Juste avant le stream. Je ne pouvais pas partager l'écran sans que ça crache. Tout Chrome crachait dès que, à partir du moment où je cliquais sur le bouton. Est-ce que ça veut dire qu'on a un DOS Chrome à remonter? Peut-être. Bon, après, peut-être que j'ai un plugin bizarre ou je sais pas. Non, j'ai testé en incognito en plus. Je sais pas. Honnêtement. Le mystère reste entier. C'est ça. Clairement. Je voulais vous montrer. Est-ce qu'il y a une petite librairie ou en tout cas cheat sheet de filtre GQ qui pourrait être mise à disposition? Parce qu'un problème que j'ai eu il y a quelques temps, c'était super, j'ai 15 reports, j'aimerais juste faire un show report ou report list mais report show avec plusieurs ID ou plusieurs passes de JSON ou un pass avec un wildcard mais entre simples quotes. Ouais, c'est prévu, on va dire. En afficher plusieurs et surtout les plusieurs qui se fassent reafficher en JSON derrière, pas en output CLI, pouvoir dire chope-moi toutes les valeurs ou toutes les clés qui matchent ça ou toutes les clés de dictionnaire. Enfin, je sais pas, je pense qu'il y a. Ouais, c'est prévu. C'est cool, mais pas encore si abordable pour tout le monde. En vrai, c'est prévu ça et ce qu'on a prévu, je te donne un peu la roadmap au fur et à mesure qu'on avance, c'est de merger des résultats de différents JSON par workspace. Donc c'est un truc dont j'ai pas encore parlé, mais les workspaces, ça permet d'organiser tes résultats sur ton disque déjà, par client ou par nom de domaine, etc. Enfin, c'est toi qui décides. En gros, quand tu lances une task, tu peux la lancer dans un workspace en particulier. Tu tapes -ws, je l'appelle stream. Et du coup, ça veut dire que ça va genre un peu auto-merge et dédupliquer certaines informations, certains rapports. Et pour la gestion de quel tool ou quel report a commencé et terminé quand, ça va pas être un bordel à traquer? Si, c'est un peu un bordel, ouais. On en parlait tout à l'heure, justement. Mais c'est pour ça qu'on se demandait, est-ce qu'on a vraiment envie d'implémenter ça pour des rapports en JSON ou est-ce qu'on a envie de passer à l'étape supérieure de MongoDB et de faire ça dans MongoDB, sachant que le plugin MongoDB déduplique déjà les résultats des workspaces. Ça aurait peut-être plus de sens en DB, un peu de reindexing et de warm-up de temps en temps. C'est là où on arrive un peu à la limite. On arrive un peu à la limite du file system, on va dire. Mais par contre, le report show de plusieurs JSON est prévu et après, tu dois pouvoir piper un seul GQ dessus. Donc voilà, ça servira à ça. Et là, tu vois qu'avec le workspace, donc ça écrit dans un autre folder et que tu as 2 workspaces et que du coup, tes résultats sont déjà splittés en workspace. Donc par exemple, nous, quand on travaille sur un client, toutes nos tasks, nos workflows, etc., on passe le nom du client en workspace et du coup, on sait exactement ce qu'on a lancé. Parce que tu sais, il faut garder une trace aussi dans les pentests de ce que tu as lancé, etc. Donc ça permet d'avoir cette trace-là aussi au cas où. Après, vous avez potentiellement le souci de plusieurs clients en parallèle si vous faites vraiment du scan et donc avez vraiment ce besoin-là. Sinon, j'avais plutôt tendance à me dire, je veux même pas que les dossiers de 2 clients soient présents sur le disque en même temps. Donc, il y en a un qui part en conteneur vers la crypte et je me mets à bosser sur l'émission d'après que quand les données actuelles sont complètement dégagées. Mais après, en effet, si vous avez de la DB qui fait de la mise en commun, il y a bien un moment où il y a un dashboard partagé. Gestion, c'est ça. Ouais. Bon, après, oui, tout est question de est-ce que tu sais sécuriser ta donnée. Écoutez, on va dropper l'igresse, c'est pas grave. On drop l'igresse, il n'y a pas de problème. C'est ça. Bon, après, il y a des clients qui demandent de vraiment splitter, il y en a d'autres qui disent juste je veux pas que ça sorte de chez vous, tu vois. Mais si c'est avec des données d'autres clients, on s'en fout, quoi. Enfin, ça dépend des exigences aussi de ton client. Il y a des fois où on va carrément spinner une VM à part, un sécateur à part. On a une UI pour sécateur qui
sera commercial plus tard. Mais en gros, on a un environnement séparé soit pour chaque client, s'il nous demande de séparer l'environnement, soit commune aux clients sur lesquels on travaille en ce moment, quoi. Donc voilà. Et une question par rapport à l'utilisation de sécateur global, parce que pour l'instant j'ai vraiment l'impression que c'est du scan sur pas mal d'autres ou de manière assez large. Est-ce que c'est aussi prévu, moi j'ai l'impression que oui, mais par exemple moi je fais mon pentest et je suis sur un cas très précis, j'ai envie de fuzz à cet endroit précis, c'est aussi ça. Gère aussi ces cas-là. C'est ce que pour l'instant on a vu beaucoup l'aspect global sur beaucoup d'autres, mais du coup l'aspect beaucoup plus précis fonctionne aussi avec l'outil. C'est ça. En gros, ce qu'on essaie de faire, c'est de garder les options aussi des outils individuels. C'est-à-dire qu'un FF, alors c'est pas le meilleur exemple parce que FF, par exemple, tu pourras pas faiser des headers tout de suite. Là, c'est une feature qu'on est en train d'essayer d'implémenter, si tu veux, mais c'est ça l'idée, c'est que FF, il peut faiser des headers, il peut faiser n'importe quoi en fait. Et qu'on veut respecter aussi l'outil de base et les options avancées des outils de base. Pas limiter, on veut pas que ça soit limitant si tu veux pour utiliser les outils de base, quoi. Et que tu te dises ah merde, il faut que je repasse à FF en manuel. Normal, ok, ouais, je comprends. D'ailleurs, ça me permet de parler un peu d'un truc, c'est les alias. Donc ça va te plaire, Lucas. J'allais dire, j'ai renchéri, il y a les alias dans Mise, j'ai même pas encore eu le temps de creuser, mais je sais que ça va me plaire. Mais oui, du coup... Je suis un fan d'alias aussi. Hein. En gros, l'idée, c'est d'alias les commandes avec leur propre nom. Et que du coup, quand tu lances un HTTPX, tu lances un sécateur X HTTPX et que tu as tout ce qui wrap la commande qui soit déjà intégré. Tu vois. Attends, est-ce que t'as des shims? Est-ce que t'as du hooking et des tricks dans le pass? Est-ce que t'as vraiment juste des alias que tu happen quelque part? C'est un fichier d'alias, tu vois, tu tapes alias enable, il te crée un fichier d'alias dans ton .sécateur et si tu veux les alias, tu les sources et si tu les veux plus, tu fais disable. Et, en vrai, c'est chouette. Hein. C'est chouette. Ça. Et donc pareil pour les workflows et tout, il y a même des short names pour les workflows et tout, donc ça te permet d'aller beaucoup plus vite parce que taper sécateur X tout le temps, c'est chiant. À part avec l'autocomplétion, quoi, mais... Vous avez déjà un draft d'autocomplétion? Ouais, il y a déjà un peu d'autocomplétion là, si vous faites... Attends. Pourquoi il me fait ça, lui ? Il voit que c'est un fichier. Après, là, t'es dans du bash, t'es pas dans du ZSH ou autre. Ouais, mais normalement... Ah, mais ça, c'est ton truc, là. C'est FZF, là, qui intervient. Ouais, oh là, ça Ça y est, je savais, tu vois. Et en gros, il y a de l'autocomplétion dans Click, si tu veux. Ok, donc, fais un vim sur ton bash RC, tège FZF. Je dis, c'est pas FZF. Moi, mes autocomplétion, elle marche sur plein d'outils. Non, pas. On va pas taper sur les copains. Hein. Ah, mais faut le sourcer aussi. Je me demande si... Non, mais c'est parce que c'est le terminal que j'utilise. Ah si je tape un H, hein. Mais non, c'est le terminal que j'utilise qui fait de... Par contre, là, t'as changé une option, mais t'as ressourcé un fichier, mais qui n'a pas désactivé l'option. Attends, je sais. Allô, bonjour. Oui, dis-moi, pardon. T'as créé un fichier, t'as enlevé l'option qui avait fait le bon sourcing, mais en l'occurrence, t'as pas repopé de shell. On n'a pas volontairement disable. On n'a pas reloadé de shell. Là, le fait de ressourcer le bash RC après avoir supprimé quelque chose qu'on peut opt-in mais pas opt-out, ça va pas changer le comportement. Ah oui, tu pas bête. Non, mais de toute façon, maintenant, je sais que c'est pas ça, même si... En fait, je réfléchissais en même temps. Et en fait, dans Click, tu as de l'autocomplétion, mais je t'envoie le lien. Et il faut activer l'autocomplétion de Click. Il faut taper sécateur. Oui, bash source, sécateur, je crois. Hein. Et là. Voilà. Et là, ça pop. Oula, je fais 4 fois tab. My bad. En tout cas, ça existe. Et donc, c'est Click qui autogénère ça en fonction du parsing d'Arg. Ouais. C'est nice. C'est pour ça que quand je te parlais de Click à la place de Docopt. Ouais, c'est quand même. Je trouve que c'est quand même bien. Non, mais ça fait 2-3 fois que j'ai ce retour, donc je vais reconsidérer. En même temps, c'était vachement pratique d'avoir le truc en docopt où tu peux juste le paste et. Ouais. Mais bon. Après, je sais pas si ça marche pour genre les options. Si je tape R. Ah si, ça marche. Excellent. Ah ouais, non, ça vous, c'est un bel argument ça, de pas avoir besoin de se le taper. Ouais.
Donc voilà pour ça. Après, je voulais vous montrer peut-être des petites pipes marrantes. Ah, les plus utiles, les meilleurs tricks, les meilleurs bug bounty tips s'envoient. Hein. Ouais, bah par exemple, vous voulez trouver tous les sous-domaines, les ports ouverts et les serveurs web live sur un domaine. Voilà, c'est en pipe. Quoi. Je vous le colle parce que j'ai un peu la flemme de le taper, mais vous lancez un X-Subfinder avec VulnWeb. Le -RO, ça permet de piper sur d'autres commandes derrière. Donc le -RO va envoyer par exemple sur Subfinder, il trouve des sous-domaines et en fait le RO il va prendre le point host de l'objet sous-domaine et le mettre comme si c'était un fichier texte. Quoi. Et donc derrière Naboo il prend ça, Naboo il output host 2.port. Donc ça rentre en input de HTTPX. HTTPX il output des URL et ça rentre en input de Feroxbuster. Donc là on va pouvoir faiser donc sans wordlist parce qu'elle est liée déjà par défaut. Hein. On va pouvoir trouver toute la liste des sous-domaines, trouver la liste des ports ouverts, Et là on a 4 fois le helper, enfin la banner, parce qu'on a déjà le système de worker qui est activé ou juste le multithreading repasse par le main. C'est que en fait à chaque fois que tu lances un C14X. Ah oui, my bad. Bah du coup, vu que click ou reach ou click reach détecte le piping, il pourrait auto-disable. Mais j'ai pensé à ça direct quand tu m'as dit que. Ouais. Parce qu'avant j'avais un -nb-no banner et je me suis dit en fait c'est chiant de taper ça dans une pipe. Et donc là, à la place de pipe, on pourrait s'en servir comme workflow, on est d'accord pour que ce soit plus propre. Oui, absolument. En fait, je voulais vous montrer ça parce que derrière, je vais vous montrer le workflow subdomain recon. On est les pires. Ou alors c'est juste que leur démo est préparée et tu sens qu'ils ont vraiment teasé à chaque fois. Ma démo quoi. Pardon. Voilà, donc là c'est Feroxbuster qui s'exécute et donc tu vois qu'il s'exécute sur tous les sous-domaines qui ont été trouvés avant en fait, toutes les URL live. Et après je vous remontre du coup, là c'est un peu le bordel l'output et tout. Après vous pouvez passer quiet aux outils pour pas qu'ils montrent leurs outputs. C'est-à-dire si tu veux que l'output de C14, c'est-à-dire que les choses qui sont parsées, tu peux taper les -quiet sur toutes les commandes. Mais là je vous ai laissé parce qu'il faut quand même faire honneur au créateur des outils quoi. Après quand vous serez en mode productivité vous pourrez passer le quiet. Là je vais faire un CTRL-C. Attends, une question, tant qu'on l'a, on invoque quand même 5-6 fois C14 d'affilée avec des pipes. Si on veut avoir un comportement genre une meta option mais qui soit appliqué à tous les runs pour pas avoir besoin de append de la même extension à chaque fois, donc je présume qu'il y a les fichettes config, mais est-ce qu'il y a aussi un support des variables d'env pour dire par exemple un C14 extra arg qui aille l'append à tous quand il se run? Non, ça sera. Il faut passer au workflow après. Okay. Et ton workflow, tu vas le lancer, tu vas faire workflow subdomain recon et tu passeras ta -rl limit. Ok, ce sera appliqué à tous les subtools. C'est ça. Alright. Ça paraît plus logique de passer par le workflow vu que c'est le design même de. Ouais, mais pas forcément. Pas forcément. Si jamais tu fais un système où t'es. J'aime bien les pipes. Moi j'aime bien les pipes. En fait, pas que. Pense-y. Là, on a un système qui est sensible, qui va manipuler 15 000 tools, 15 000 formats de fichiers. Donc, c'est le genre de worker sur lesquels j'aimerais avoir un file system qui soit en read-only. Et du coup, ça veut dire que soit tu es obligé de mount tes options en read-only quelque part, soit si tu peux juste les changer dans un flag d'environnement au hasard, dans un environnement cube pour aller faire lancer plein de runners qui font leur magie, c'est quand même vachement sympa de pouvoir avoir un toggle assez haut niveau plutôt que de devoir faire un remote mount de config map quelque part. Ouais, c'est vrai que. C'est pas nécessaire, mais il y a des use cases où ça va vraiment simplifier la vie quand même. Ouais. Yes. Ok. Ah ouais, je te crois sur parole. Après, c'est du situationnel, du coup. C'est très situationnel. Oui, complètement. C'est que dans le quotidien, tu préfères lancer un workflow que lancer 10 pipes. Ça dépend qui. Ou alors que tu es en train de prototyper tes workflows, donc tu as vraiment envie de toucher plein de choses. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais après, est-ce que tu as besoin d'une variable d'env ou est-ce que tu veux pas juste rajouter 4 fois -rl finalement? Oui, voilà, c'est. Je sais pas,
J'y avais pensé de me dire, ça serait bien de pouvoir configurer, d'overrider, de pouvoir overrider certaines options via des variables d'amp. Et après, je me suis ravisé là-dessus. Et au profit d'un truc qui s'appelle Profiles, que tu peux aller voir sur la doc, qui sera une nouvelle feature en fait. Attends, je vais te montrer la doc rapidement. On pourrit, ils ont fait un super plan de démo. On va faire ça. Non, mais C'est pas les grave. éléments perturbateurs. En vrai, on a fait un plan parce que on aime bien avoir des trucs préparés. Mais moi, je préfère largement avoir une discussion avec vous. Ouais, c'est ce qu'on disait au début. On préfère parler comme ça plutôt que juste dérouler un plan de. Parce que tu vois, les démos, on les fait tout le temps avec les clients et tout. Et en fait, je préfère largement avoir une discussion avec Comment des gens ça, qui vous n'avez s'y pas encore connaissent. d'avatar paria qui vont faire les démos à votre place? Non. Non. Du coup, les profils, en fait, l'idée derrière les profils, c'est de dire, je veux peut-être un profil stealthy, un profil rapide, un profil super rapide, agressif, un profil escargot. C'est beaucoup trop cool. Même pour la partie adversarial simulation, genre un profil ninja, un profil éléphant, bah voilà, tu veux faire du bruit, tu veux faire sonner un soc, tester une solution, brrr. C'est ça. C'est génial. C'est cool en vrai ça, j'aime bien. Et l'idée, ça serait de pouvoir là overrider du coup les options que tu veux. Donc tu lancerais ton workflow normalement et tu tapes -profile ou -pf, je sais pas encore, et ça t'overriderait les options par défaut des workflows pour ajouter celle-là, quoi. Sachant que c'est déjà possible en mode librairie d'overrider des options individuelles de chaque task qui tourne dans un workflow en mettant genre httpx.rate_limit 1000 alors que tu as mis en option de workflow, tu as mis 100. Tu vois. Donc tu peux overrider, mais pour l'instant c'est que via la librairie. La CLI elle supporte pas ça. Je me permets de revenir sur un autre truc qui n'a plus rien à voir avec la partie technique, mais quand même je tique et ça me tourne la tête depuis tout à l'heure. Vous avez parlé d'une web UI, je présume, ou d'une UI, pour pouvoir faire ça côté ça, c'est un peu vendre. Mais votre outil est open source. Si quelqu'un actuellement prend votre outil et font leur propre web UI pour faire un service, est-ce que vous êtes niqué? Et question subsidiaire. C'est là qu'on va aborder les sujets qui fâchent, j'ai envie de dire. Et Project Discovery ont leur petit SaaS et leur web UI incoming est déjà partiellement présente. Bah ouais. Bon, ils m'ont mis une petite quenelle en bug bounty, donc si je peux mettre une petite quenelle, je suis là, présent. Mais voilà, il y a quand même des vraies questions, sur les tools sur lesquels ça se pose. Ouais, c'était une grosse question. Tu veux en parler? N'importe. Je remets en facecam le temps qu'on... De quoi? Je dormais en facecam le temps qu'on lâche le clavier pour... on y a pensé parce que c'était quand même un gros on a quand même besoin de manger à un moment. Et du coup, l'idée c'était quand même de pas se faire duper par des... surtout des grossistes en fait. Amazon, Google. Voilà, ou n'importe quel créateur de soft qui est déjà beaucoup plus gros que nous. Et du coup, on a choisi une licence. Je perds à chaque fois le nom. À chaque fois, je dis MIT, c'est pas MIT. Non, c'est une licence BSL. Je sais pas si vous connaissez. En gros, la licence BSL fait que ça change rien par rapport à une licence MIT, par exemple, sauf un truc, c'est l'utilisation d'un outil pour des fins commerciales, à des fins commerciales. Donc en gros, tu peux forker, modifier, lire, utiliser en dev, en prod, où tu veux, mais tu ne peux pas commercialiser une UI qui se base sur ces 4 ans. Pendant 5 ans. Si quelqu'un ne veut pas acheter votre produit... Ah, 5 ans? 5 ans pendant à partir 5 du ans. Commit, pendant 5 ans à partir de la release du premier l'outil. commit, à partir du moment où la licence est dans le repo. Donc là, elle est dans le repo, c'est-à-dire que dans 4 ans, ça va être 4 ans. Ça va être 4 ans. Dans 4 ans, la licence passe en MIT. Vous n'êtes pas un peu en train de rager sur les producteurs de musique où eux, c'est 50 ans pendant le domaine public ou je sais pas quoi. Non, ça c'est vraiment, moi ça m'a peiné de faire ça parce que spoiler, j'ai travaillé pour Google et à Google j'ai fait que de l'open source, du full open source. Et j'ai kiffé en vrai ne pas écrire une ligne de code pour Google en interne. J'ai bien kiffé être payé pour écrire que de l'open source.
Et là, en fait, on s'est retrouvé avec un impératif il faut qu'on puisse vivre, en fait. Il faut qu'on puisse vivre, et que du coup, on va vendre une UI et on met à disposition gracieusement le cœur de cette UI, libre et pour tout le monde. Mais lui, il faut pas qu'on puisse nous passer devant, quoi. Enfin, c'est ça. Ouais, c'est normal. Voilà. C'est ça, c'est que dans l'idée, le produit, la CLI, elle est complètement gratuite, elle restera complètement gratuite, et les UI graphiques que par exemple une entreprise pourrait utiliser, là, elle nous reverserait quelque chose. Voilà. S'ils veulent faire des produits payants, ils peuvent nous demander l'autorisation qu'on peut donner en échange d'une royalty. Ah oui, petite royalties, c'est ça. Sachant que ça s'applique pas à l'open source, par exemple. Donc Re-Engine, par exemple, le fork de Re-Engine NG, veut mettre Secator comme, utiliser Secator comme runner derrière Re-Engine NG. Et ça, ça a aucun problème, en fait, qu'il y ait des compétiteurs open source. Honnêtement, c'est pas grave. Ils vont faire des paires de votre outil, quoi. Voilà, ils vont faire des paires dans notre outil, ils vont contribuer, et puis en même temps, moi, ça me va très bien qu'il y ait une alternative open source à une interface commerciale. L'idée, c'est juste qu'une énorme boîte qui met 180 développeurs pour faire une UI puisse pas nous passer devant. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un gros dilemme dans l'open source actuellement, en fait. Il y a beaucoup de soft comme Terraform, comme Redis, qui sont passés sur des Elasticsearch, qui sont passés avec beaucoup de bruit et beaucoup de critiques, et légitimes en vrai. Mais après, je sais pas si eux, c'est les mêmes motivations, c'est de vivre de leur outil parce qu'ils en vivent déjà. Après, le truc, c'est qu'ils se sont mis... la grid. Ils sont mis à grid, et il y a des investisseurs qui ont dit « Oh là là, mais attention, en fait, si c'était en DSL, tous les compétiteurs à Terraform Cloud, ils pourraient pas exister. » Et voilà, d'où on part, on va dire. Mais dans tous les cas, c'est même une politique générale de l'entreprise qu'on veut monter. C'est plutôt que nous, on n'a pas envie de faire payer super cher un truc tous les mois, comme ça peut se faire. Et plutôt que si on arrive à sortir un salaire suffisant et que tout le monde puisse l'utiliser sans lâcher 10K par mois pour utiliser l'outil, en fait, tout le monde y est gagnant, quoi. Ouais, bon. D'ailleurs, c'est possible qu'il y ait un free tier sur Secator Cloud, je pense qu'on l'appellera comme ça, où si on arrive à générer assez de revenus, les pentesters individuels, etc., puissent utiliser gracieusement lui. Il y a toujours moyen de s'y retrouver. Ouais, c'est ça. S'ils ne payent pas avec de l'argent, ce sera payé parce qu'ils ont lancé le domaine. Vous savez quels sont les domaines les plus scannés, vous avez déjà une banque de recherche, pas pour choper leurs failles, c'est pas le but, mais pour faire des stats sur de la techno, pour sortir des word lists, pour sortir des trucs comme ça. Même c'est que des réflexions, on se lance des idées comme ça parce que du coup on est quand même en construction perpétuelle, mais dans l'idée c'était aussi, par exemple, on pouvait tous les contributeurs leur offrir un free tier, par exemple, il y a plein de manières de réfléchir le truc. Ouais, c'est clair. Mais du coup, je retourne quand même à la question initiale, parce que là, vous m'avez répondu à comment est-ce que vous essayez de ne pas vous faire manger, mais il y a quand même un usage de pas mal d'outils open source qui a peut-être été discuté, peut-être été juste adopté parce qu'ils étaient déjà là, un usage d'outils Project Discovery qui, eux, ont le même business model, donc comment est-ce que eux ils ont basé leur licence? Est-ce que ça se passe bien, la cohabitation? Ils sont en full MIT, alors full MIT? Ouais, je pense qu'ils ont géré en lançant KO. Il y a KO et il y a projectdiscovery.io avec l'interface de Nuclei, quoi, en gros. Donc aussi Nuclei.sh? Oui, voilà, c'est ça. Ok. Alors après, oui, je crois que tous leurs outils sont à MIT. Hein. Mais est-ce que... Non, regarde, c'est marqué. Tu vois, je connais... MIT, c'était tout marqué. Ouais, mais c'est écrit en haut. Ouais, c'est tout en MIT, 2022, donc ça fait 2 ans. Je sais pas. Ok. Peut-être qu'il y a un truc aussi, c'est que nous, on n'est pas fan des investisseurs externes et que je pense que des entreprises comme ça, ils sont mis à récupérer de l'argent en masse d'investisseurs externes et qu'ils ont les moyens aussi de faire des services qui rapportent rapidement et peut-être plus rapidement que leurs compétiteurs, quoi.
Ah bah c'est sûr, Et ils ont ouais. pris une première place avec l'écosystème, le tooling Golang, l'appui de la commu. C'est ça. Ils ont chopé un créneau Ils ont chopé un vrai créneau. insane. Insane. Bah, en gros, reprendre tous les vieux outils, les moderniser, les faire plus rapides, multitrader, et voilà. Hein. C'est pas plus compliqué que ça, les outils de Project Discovery, mais ça marche. Mais bon, c'est ils sont chauffés à le faire à une époque où et à le laisser accessible, mine de rien. Mais Ouais. ça, Et que ça soit accessible, Ouais. c'est clair. Non, oui, mais carrément, moi j'ai beaucoup de respect pour une boîte comme ça, hein, de toute façon. Parce qu'ils sont arrivés justement à faire un peu les deux, quoi. Donc contribuer à l'open source et arriver à faire tourner une entreprise, quoi. Mais rien n'est exclu, c'est-à-dire si, imagine, on lance une e-commerciale et dans un an tout marche bien pour nous et tout, on le refout en MIT, hein, le C14. Ah oui, c'est vrai qu'à partir du moment où la survie est peu menacée, il y a une certaine part de marché, il y a moyen de rendre ça à nouveau. Bah oui, c'est ça. Il y a toujours moyen de changer ta licence, de toute façon. Donc, on l'a vu avec plein de licences. Ouais. Et nous, au lieu de le faire dans l'autre sens, et au lieu de dire bah c'est public et après désolé tout le monde, en fait c'est privé, on préfère le faire plus ou moins dans l'autre sens, quoi. C'est utilisable sans nous prendre pour des pigeons et Voilà. ASAP, si viable, si possible, on rend ça plus flexible. C'est ça. Non, c'est beau. Tu me remets mon terminal ? Avec grand plaisir. Le voilà. Et je continue. On a combien de temps là On est à 1h50 à peu près, moins le petit papotage au début. Okay. En soi, on n'a pas de limite de temps. Nous, on a prévu Ouais. un petit peu de veille techno pour compléter si jamais on était un peu court. Ça marche. Si jamais on la crame pas ce soir, Maltemo, je vais être contraint de te réinviter, je suis désolé. Oh là là. Oh, pas Voilà. de chance. Mais je pense qu'on fera avec. Ça veut dire qu'on aura un stream prévu avec rien à préparer finalement. Est-ce que c'est pas une bonne chose? Oh mince. Oh no. Parfait. En tout cas, allez-y, prenez votre temps. On ne fera pas de compression d'un sujet juste par plaisir de mettre plus de choses dans un stream. Donc Ça marche. voilà. Je sais qu'on avait prévu de parler l'ajout de certaines features, choses comme ça, donc prends ton temps. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a ça en plus. C'est pour ça que Aïe, j'ai aïe, pareil. aïe. Non, mais ça va aller vite parce qu'on a fait en sorte que ça puisse aller plus vite. On l'a un peu prémâché. Donc là, oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, C'est pas grave, je commerai pendant la rediff, je mettrai que Freelab C14, le direct TechnoWatch. Oui, donc la pipe qu'on a lancée tout à l'heure, là, on a vu les résultats, c'est un peu le bordel parce qu'on n'arrive pas trop à s'y retrouver. Et en plus, il y a des résultats qui sont un peu mâchés parce que quand on est en mode pipe, il y a des trucs qui ne s'impriment pas. Là, l'output du coup de Subfinder, le stdout ne s'affiche pas. Et pareil pour Naboo. Donc, c'est là que la commande report show, elle s'avère très utile. Donc, vous récupérez votre report, vous faites report show. Et là, en fait, vous avez tout ce que tous les outils ont trouvé, quoi. Donc là, vous avez les targets avec une jolie cible, les URL. Donc là, toutes les URL bien sortent, etc. par nom, par domaine. Et puis c'est tout parce qu'il n'y a que ça en fait. Il n'y a pas de départ normalement. Alors, on est censé avoir trouvé des départs là, non? Je crois pas que t'as lancé un portier. Remets, c'est quel tool que t'as lancé? Il y en a beaucoup. Si, il y en a beaucoup. Oui, je remets la commande. Attends, je sais même pas si Je la pipe. Ah si, voilà, c'est ça. C'est Naboo. Alors, il est où, Naboo? Ah, mais non, mais après, c'est parce que c'est pas un workflow. Donc, il y a aussi d'autres rapports. Donc là, pardon. Donc là, j'avais que les résultats de Foxbuster. Donc là, j'ai bien mes 3 commandes en fait. Donc j'ai mon Subfinder, mon 4 commandes. Subfinder, Naboo, HTTPX, Foxbuster. C'est là que la feature dont tu parlais tout à l'heure de merger ces 4 rapports en un, ça serait pas mal. Ça pourrait. Mais là, bon, si je fais show celui-là, voilà, là j'ai tous les sous-domaines. Si je fais show de celui-là, j'aurai tous Au les pire, on ports. fait un rapport list PipeGQ et derrière on fait un for each, chacun des rapports, le lister et on refait. Et c'est modulable. Ouais. Mais c'est pour ça que le workflow va s'avérer très utile aussi. C'est que le workflow fout tous ces rapports dans le même dossier et que le rapport final c'est qu'un seul JSON. Merde, ça c'est encore les ports. Alors, hop. Ça c'est HTTPX du coup. Tac. Ça me donne tellement envie de mettre un maximum de workflow publiquement accessible pour que la prochaine version des GPT équivalents puisse te les autogénérer. Juste comme les templates Nuclei, t'en mets la blinde en public qui soit, carrément. Même si c'était autogénéré, juste pour que ça intègre la syntaxe. Ce serait pas mal.
Ouais, c'est clair. Et puis voilà, et là c'est toutes les URL de Feroxbuster qu'il a trouvé en faisant, quoi. Et ce que tu dis, c'est très intéressant et c'est pour ça qu'on va splitter d'ailleurs les configs sur un autre repo pour que ça soit mieux référencé. En fait, pour l'instant, c'est dans le dossier config de Secator où tu as les workflows dans un dossier, les scans dans un autre dossier et les profiles qui sont pas encore supportés, je rappelle, mais qui sont déjà prévus. En fait, ça sera un autre repo, quoi. Ça sera un autre repo avec que des contributions de la communauté sur des YAML. C'est l'excellente idée de Nuclei, en vrai, c'était ça. C'est-à-dire que des gens qui n'écrivent pas de Python n'ont même pas besoin d'aller voir le code Python pour faire des templates. Et oui, abstraire la logique complètement. C'est clair. T'as suivi un petit peu pas le drama, mais l'évolution de la CI, où la CI au début c'était du code qui fait des choses, puis Jenkins qui fait des choses, puis du YAML qui est mangé par GitLab et GitHub, puis maintenant il y a Tekton et Dagger, où tu fais ta CI mais avec du code qui va lui générer les trucs. Mais on repasse à... Bah ouais, mais on est repassé à ça. Enfin, ils essayent de faire repasser à ça en disant bah ta CI ce sera with runner docker do run. Enfin, bref. Ah ouais, vu que j'étais DevOps, j'ai bien suivi tout ça. J'ai commencé avec Chef, moi. Et Chef, c'était du Ruby, donc t'écrivais du Ruby. Personne n'a envie d'écrire du Ruby. Enfin, si, pourtant, ça a été créé pour être agréable, voyons. Oui, mais c'est devenu très désagréable. Je préfère le Python, comme vous l'aurez remarqué. Mais ouais, du coup, j'ai vu l'évolution Chef, Puppet, vers plus Ansible, et après Terraform qui a tout mangé, quoi. Parce que Terraform est au début juste infra management et après est passé dans le config management aussi et a tout bouffé parce que c'était écrit dans un langage de template en fait. Ouais. Et après j'ai vu des outils pop un peu comme tu dis où c'était du code qui générait des templates, qui générait du code qui... Du coup t'as vu passer les CDKTF, les Pulumai, les Pulumai et tout, ouais bien sûr. Ouais. Mais tu vois, je me suis arrêté là. Pour moi, Terraform, c'était bien. Enfin, Vous êtes parti en couille, j'arrête. Après, j'ai quitté le DevOps et j'ai fait de la sécurité, quoi. Ouais. Carrément. Bah, on peut vous montrer un petit workflow. Ouais, un petit workflow quand même, au bout de 1h15, là. Vous voulez voir un workflow, non? Ah ouais, oui. Donc, je vais écrire pour bien voir. Donc un petit subdomain recon, donc c'est l'équivalent exact de ce que je viens de lancer en pipe. Donc les résultats seront les mêmes, mais pas parsé de la même manière. Ça va tourner automatiquement, quoi. Donc tu lances une commande et il va te lancer toutes celles que je lançais plus ou moins à la mano juste avant. Pendant que ça tourne, tu pourrais lancer juste un petit édition dans la config de ton sécator pour par exemple que sur FUF on ajoute match code all. Parce que c'est un truc que je ferai moi de toute façon. Donc si je peux voir comment toi, maintainer, tu vas faire pour override une option pour un tool, je serais très chaud. Ouais, bien sûr. En plus de me faire gagner quelques précieuses minutes. Je pense que c'est un use case assez classique. Ça va être en Python du coup. Donc tu peux pas override via la CLI. Ok. On n'a pas un fichier de conf YAML quelque part qui permet, un peu comme un workflow, d'aller ajouter des options globales? Attends, pourquoi ça lag là? Ah, parce que t'as lancé le scan depuis ta machine. Bah non, le scan là, c'est bon, c'est rien ça. Ah, mais c'est Nuclei. Ouais. Bon, bah je vais vous montrer le CTRL-C du coup. Donc le CTRL-C. Sans transition. Tu l'as fait là? Ouais, je l'ai fait. Attends. Bah après, t'as forcément quelques gros routines qui vont attendre de hang, tout ça. La machine n'a pas beaucoup de RAM surtout, je pense. Sinon, tu peux peut-être tenter un pkill, un kilo nucléaire. Comme ça va juste fermer ce tool là et. Voilà, ok, c'est good. Le petit contre-C, mais je lag toujours, tu vois. Oh no. Si c'est un lag côté Visual Ninja, n'hésite pas, on peut faire aussi un petit refresh. Non, je crois que c'est. Non, c'est la machine. Ah. En tout cas, vous avez vu que le CTRL-C a cancel Nuclei et que la tâche d'après a quand même été exécutée. Donc ça cancel la tâche en cours. Et si vous êtes en mode worker, ça cancel toutes les tâches pour l'instant.
les tasks remote, mais on prévoit de faire un truc où tu décides en remote ce que tu cancels. Alors c'est bon là, c'est revenu Et du coup, imaginons qu'on s'est raté, qu'on a envie de tout abort, on peut faire un double CTRL-C, ça tue pour de vrai ou ouais, tu fais un CTRL-C par task qui tourne en gros, ou sinon tu fais un CTRL-Z. Non mais ça marche très bien en skill %, hein. Sinon ça marche bien en spammant CTRL-C. Ok. Moi j'ai... Parce que le panique de oh non, fallait pas que je lance ça. Ça m'est déjà arrivé une ou deux fois et CTRL-C, 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 ça kill. Ça marche. Tu mets le threading et tu te rends compte que t'as mis 2 0 en trop. Et je me posais une question aussi sur la partie création de workflow. Est-ce que c'est pour l'instant, alors du coup tu es en train de le montrer, mais je pose la question, je vais peut-être encore faire du foreshadowing, désolé. Mais est-ce qu'il y a la possibilité de dire j'enregistre mes futures commandes sécator et ça va me donner le workflow en sortie? Pas encore. Non. Ok. Bon, ça serait une bonne future. Ah, c'est intéressant. Je vois pas trop ce que tu veux dire. J'ai mal à par exemple, tu dis je lance ma session pour créer un workflow à partir de maintenant, puis je lance des commandes sécator et à la fin je dis fin de mon workflow. Comme les pipes que tu demandais. C'est le mode interactif quoi. Le mode avoir un outil de conversion de plein de pipes into un workflow, pourquoi pas. Avoir le système où tu lances des commandes les unes après les autres. La manière dont vous allez devoir triage entre qu'est-ce qui est une commande sécator, qu'est-ce qu'en est pas une. J'ai pas dit que c'était simple, je posais la question est-ce que ça existait. Non, c'est pas bête. Hein. Bah, en tout cas, ça laisse à réfléchir. Ouais. En tout cas, il faudrait. Le truc, c'est que dans ton workflow, là, il faudrait que tu lances que des commandes sécator, quoi. Parce que si tu lances d'autres commandes, elle va avoir des outputs dégueulasses et tout. Mais ouais, c'est pas bête. Hein. Franchement, je retiens. Ouais, si tu veux, ouvre une issue sur le repo et fit 2 points et tu mets le nom de la feature là. C'est intéressant. Moi, je veux bien étudier. C'était une idée comme ça. Ouais, non, mais. Autre suggestion, ouvre dans ton navigateur ffmpeg.guide. Parce que si tu me fais ça pour les workflows, ça va être un game changer. ffmpeg.guide. Tu vas me sortir un truc qui prend des screenshots auto? Non, un truc où tu fais ton drag and drop, tu fais tes flèches et ça fait ton workflow. J'ai cherché ça, je ne sais combien de temps. Mais vraiment, je ne sais combien de temps. Non, mais en plus, pour lui. Il va falloir dire les technos plus souvent, c'est tout. C'est pour notre UI un peu commercial, ça peut être joli aussi de faire ça. Pour montrer les workflows et les tasks. Ouais, mais ça j'ai cherché un outil comme ça qui fait ça. Si c'est pas Mermaid, dans la doc, montrer ça, montrer les options partout, pour le configurer. C'est franchement littéralement la chaîner des commandes FFmpeg. Donc vous, si vous chaînez les commandes sécator, c'est un match and replace de juste. C'est clair, c'est trop bien. Franchement, merci. Ouais, j'ai mis de côté, merci. C'est un truc qu'on cherchait depuis un moment. Écoutez, on parlait de royalties. Tu m'avais demandé de faire un truc avec FF, tu m'as demandé quoi? D'overrider faire en sorte par exemple que tu aies un --MC pour matchcode all, parce que moi j'aime pas quand ça met des zones d'ombre, genre les 403, les 404, les 500, parce que ça peut, voilà, MC all. Mais MC all c'est le truc par défaut, non? Ouais. Et bah peut-être. Ouais, ils montrent tous les. Il n'y a pas de match code. Ok, à supposer que ce soit pas le cas pour un tool, si tu voulais mettre un match code 200 sur tous les FUF maintenant et futurs, comment tu ferais pour changer juste l'option d'un tool pour les futurs runs? Tu veux dire dans le code ou dans le. Plutôt dans de la config pour qu'on puisse tout ça dans la même code base, mais avoir des fichiers de conf custom. Pas trop possible. Ok. Non, avec les options mutualisées, c'est pas trop possible. Il faudrait faire un code change. Ok. Bah, à discuter, parce que du coup, je pensais que c'était la réponse à la variable d'environnement tout à l'heure en disant bah non, on va pas mettre une variable d'env qui va affecter tous les runs de sécator avec une option en particulier. Si là, on peut pas avoir un bout de YAML ou JSON pour dire j'aimerais que à chaque fois que tu lances ce tool, je sais qu'il y a une spécificité, rajoute telle option en plus. Si, ça c'est prévu dans la config, mais il faut que l'option elle soit supportée à l'avance par le tool. Enfin, tu peux. Par le tool sécator ou par le tool FUF? Non, par FUF. Bah ouais, justement si on met MCAll ou MC200 par exemple. Ah si, mais l'idée ce serait. Ah oui, non, mais d'accord, j'avais mal compris ta question en fait. Oui, parce que par défaut ça utilise 200, 299, 300, 302 et ça. Qui est à mon sens une abomination. Je viens de comprendre ta question. Alors.
quand tu lances FF, donc tu peux passer ton MC All, il n'y a pas de souci, parce qu'il n'y a qu'une task. La question, c'est pour les FF lancés maintenant et tous les suivants jusqu'à la fin de ma vie. D'accord, donc ça, c'est les options par défaut. Et là, il y a un plan pour les sets dans la config. Voir dans les profiles, je sais pas encore exactement, mais il y a un monde où ça peut être dans des profiles, ça. Honnêtement, je le verrais plutôt dans config parce que tu peux vouloir que plusieurs profiles héritent du même comportement qui te pense, que moi je pense être un senior default. Et autant dans les profils, c'est déjà ce qui est fait, je pense, d'ajouter certaines options, d'ajouter certains cas. L'option sera sûrement dans task. À moins. Il y a du multi-profil. Il y aura le nom de la task et en dessous du nom de la task, il y aura genre default option et tu pourras mettre les options par défaut que tu veux pour chaque task. Après, la config pourrait être aussi un système de multi-profil. S'il y a un profil de base qui est le éléphant ou le escargot et derrière on dit le profil custom Lalu qui va juste surcharger un ou une ou deux options, ça fait un truc à implément moins. Et c'est du bonheur. Carrément. Mais carrément, tu auras un profil de base que tu sets dans ta config et des profils qui override ça. C'est le but depuis le début, c'était ça. Carrément. Tellement de choses à implémenter. C'est bien de savoir qu'on réfléchit de la même manière et que au final, les features que on a déjà pensé parce qu'on a déjà eu le problème. C'est bien, ou alors on est tous fous. Hein. Non, je crois qu'on est tous, on a tous envie aussi qu'il y ait des outils qui just fucking works. Règle nos problèmes de tous les jours où on a 50 JSON et qu'on doit regarder le format de chaque et qu'on a plus de place dans notre tête et qu'il faut qu'on fasse de la place. Donc déjà, on n'est pas beaucoup à comprendre ce métier, alors... Ce que je trouve assez fou, c'est que à force, moi, de le faire, j'ai perdu l'habitude de me rendre compte à quel point c'était chiant. Et c'est là où un point de vue extérieur est quand même intéressant, parce que c'est des choses qui paraissent maintenant normales, alors que non. Pourquoi on s'embête ? Pas du tout. Mais ouais. Voilà, je lance un URL crawl sur testphp.vulnweb.com et ça c'était pour vous montrer un peu un autre type, d'autres types d'output. Donc là par exemple, je lance un outil qui s'appelle Caridi, qui est écrit par quelqu'un que j'aime bien dans la commune et j'ai contribué un peu à son outil aussi. Et en fait lui, il crawl, c'est un crawler. Caridi, et il récupère des tags dans les pages, donc avec des regex, etc. Donc il sauvegarde les réponses et puis après il identifie dans les réponses s'il y a genre une email qui match, des comments HTML, etc. Donc je vous conseille, il est vraiment pas mal. Donc on l'a mis dans le workflow du URL crawl, c'est le premier truc. Donc lui il crawl la page et en fait il va aller chercher. Ça c'est des tags, hein, c'est le petit tag là. J'en ai une sympa pour toi d'anecdote vis-à-vis de cet outil et vraiment ultra récente. Le classique, je reçois des offres LinkedIn de temps en temps et du coup, des fois je prends les informations pour faire passer à des potes, à des stagiaires qui seraient stagiaires ou alternants en recherche d'emploi. Et du coup, des formations professionnelles, tu parles avec quelqu'un, tu regardes un peu le site et je devais tester au hasard C14, tu vois, histoire de savoir un peu de quoi on allait parler. Je lance un petit tool juste pour regarder et je me suis rendu compte que alors que la personne essayait de échanger, recruter, je lui ai remonté le fait que sa boîte, quand tu mettais un header un peu chelou ou des paramètres HTTP chelous, trouvés en particulier par Caridi, tu dis ? Ouais. Et des développeurs open source recrutaient via son site de recrutement des hackers quand tu avais des comportements particuliers. Ah ouais, d'accord, si t'arrives à trouver des hidden d'or, quoi. Ouais, c'est ça, c'était un peu genre... C'était un site de recrutement, mais si tu le tabasses, tu te fais recruter par pas le mec qui a acheté le site de recrutement. Ouais. C'est sympa. C'est cocasse. Oups. Ouais, c'est un peu ce que fait Google aussi. Google, il y a des historiques partout. Des failles, ils te recrutent en fait, tu vois. Ouais. Mais donc là, par exemple, il y a un truc intéressant là-dedans, c'est qu'il a trouvé un LFI param, donc un paramètre qui potentiellement peut être utilisé pour faire du local file injection. Donc là, c'est un cat égal, etc. Donc on pourrait tester plus aussi avec ça. Sachant que ça aussi, ça finit dans le résultat, hein, dans les rapports, vous avez une section tag.
Et dans la section tag, il y a tous les tags qui ont été trouvés, y compris les emails, les HTML. Donc ça fait un peu de l'OSINT aussi. Ça fait de la génération de word list, post-crawl, génération de liste de paramètres, de liste de passes. Non, je crois pas. En vrai, ça, ce serait vraiment, c'est juste des regex, quoi. Après, c'est des heuristiques, des noms de paramètres connus, des choses comme ça. Après, couplé à Cook, il y a moyen de C'est faire... possible, mais d'où la suggestion de la petite banque de filtres JQ qui vont bien pour pouvoir, sur des résultats déjà tournés, demander de générer une liste de paramètres, une liste de passes, une liste de toutes les pages qui 200 ou qui 400. D'ailleurs, ça m'amène à un truc aussi important, moi que je trouve super important dans Sécator, là, c'est le fait de pouvoir sauvegarder les réponses HTTP dans les dossiers d'output en RAW et derrière de pouvoir les analyser en offline. Combien de fois t'as un scan qui va te faire crash une page une fois, t'as affiché un secret, une connerie, t'as pas eu le temps de le save, ton beurre pas crash, tu reviens en arrière et t'arrives plus jamais à reproduire. C'est ça. Ouais. Et puis dans les conditions réelles, t'as pas envie de scanner la target 1000 fois, quoi. Des fois, tu dois lancer ton recon initial et t'as que ça comme data, quoi. Si tu rescannes derrière, tu te fais ban ou je sais pas quoi. Il faut que tu sois un peu stealthy, donc relancer tout le temps les mêmes trucs parce que t'as perdu les résultats ou parce que... Alors que par exemple, je sais pas si vous saviez, mais tu peux lancer le nucléi sur des requêtes HTTP sauvegardées sur disque. C'est le mode passif. Faf aussi. Ouais, tiens, tu m'apprends, je savais pas. Je m'étais fait un petit POC où tu crawls, tu te balades sur un site. Toutes les requêtes passent dans la Meetup Proxy, sont dumpées sur le file system en tant que texte. D'ailleurs, t'as un petit démon qui fait juste du notify wait pour aller lire toutes les requêtes, les dédupliquer, mettre des points d'injection custom, les réécrire ailleurs. Et derrière, t'as un FUF qui va juste manger les fichiers et blaster parce qu'il y a les points d'injection custom avec les word list custom. C'est exactement, c'est ce qu'on avait dans l'esprit pour le Docker Compose ou pour lancer AtScale, c'est de foutre un proxy au milieu au lieu d'utiliser le -proxy là, de toujours rediriger vers un proxy. Donc en même temps, ça agit comme un proxy et en même temps, il sauvegarde toutes les requêtes, il dump toutes les requêtes, les réponses sur le disque et derrière de faire des analyses offline, quoi, en gros. Ça marche bien. Oui, carrément. Ah, mais c'est clair. Donc après, ça nique quand même plein d'outils. Tous les outils qui sont là, en particulier, on y viendra tout à l'heure, mais bypass sur parser, le fait d'utiliser un proxy nique un pourcentage des payloads. Parce que tu as trop de protocoles entre ta target et toi et que tu joues là-dessus justement. Donc, oui, c'est sûr. Oui, c'est les chunked encoding, non? C'est les chunks, c'est le pipelining, c'est le fait d'avoir des confusions bizarres, c'est le fait de jouer sur les méthodes HTTP. Donc forcément, si tu envoies des méthodes cheloues, ton proxy une fois sur deux, il va te hurler dessus. Il faut savoir ce qu'on veut. On peut pas tout avoir au même endroit. Si c'est là pour péter du proxy, si on met un proxy entre les deux. Et Malto, je pense qu'on a un léger retour de son de ton côté. Pardon, j'étais mute normalement. Non, alors peut-être que c'est... Moi je le voyais mute, c'est peut-être nous. Mais My bad. Je vous avoue que j'ai perdu les graphes de son qui sont full glitchés côté OBS, malheureusement. Ouais. Non, vas-y, fonce. Moi j'ai pas entendu non plus. Si ça dérange personne. Au pire, le chat, vous dites si jamais j'embête. Faites de l'engagement, s'il vous plaît. Allez-y, on va en main. Ouais, alors qu'est-ce que je... domaine qui est... Ouais, voilà, le URL crawl, etc. On arrive par exemple à trouver un LFI par RAM, c'est le file égal, là, en fait, je sais, je vous spoil, il y a une faille sur testphp.vulnweb à cet endroit-là. Vous pouvez faire du local file injection. On est d'accord que c'est bien un site qui est là pour se faire tamponner volontairement. Oui. D'ailleurs, lui, on l'a testé avec des milliers et des milliers de requêtes et il répond plutôt bien. Trop cool. On faisait nos tests de volume, en fait, on faisait des DDoS pour un client. Et on l'avait testé sur testphp vulnweb on était capé à 50 requêtes par client et on était là, mais c'est pas possible que nos outils vont pas au-dessus de 50 requêtes par client. Et en fait c'était le site qui bridait, quoi. C'était pas... Voilà. Mais eux, ils sont... c'est bien, franchement. Moi, je suis content d'avoir des sites que je peux casser comme ça. Complètement. Je le mettrais peut-être plus en démo. On se posait la question justement des fois de quel site utiliser pour une démo. Est-ce que tu fais un Docker en local? Est-ce que tu fais un truc en remote mais qui du coup... Et pas réellement... Ouais. Tiens, en attendant, vas-y, continue. En attendant, je vais lancer un CIDR Recon. C'est un autre workflow qui permet de scanner un...
T'inquiète. Voilà, et en fait ça permet de scanner des CIDR range. Donc ça c'est très utile si vous êtes chez un client et que vous êtes sur une box qui vous a prêté pour faire des scans internes par exemple. Donc là je peux faire un CIDR icon. J'ai mis qu'une URL, qu'une IP dans le range, c'est le 127.0.0.1. Mais voilà, en gros tout ce qui tourne sur mon local va être identifié par ce scan. Donc ça, c'est pas très intrusif, ça va pas faire de crawl, etc. Mais ça va vous identifier rapidement les ports ouverts. Il n'y a pas de Nmap, vous pouvez lancer un Nmap par-dessus si vous voulez. Mais en général, il n'y a pas besoin quand vous êtes dans un réseau de lancer forcément... Enfin, Naboo est assez précis quand il est dans un réseau existant parce qu'il n'y a pas d'IDS qui tourne dans le réseau en général. Alors quand vous êtes à l'extérieur, on lance toujours un Naboo plus un Nmap parce que Naboo est très rapide, mais il fait... les IDS, il se mange des faux négatifs complètement et il y a plein de faux négatifs. Bah même pas les IDS, hein, juste la charge. Genre il y a pas mal de machines, dès que tu les scannes en port knocking un peu fort, elles reviennent plus tard. C'est ça, ils font genre tous les ports sont ouverts ou il y a beaucoup de tricks comme ça. Yes. Donc ça c'est assez utile si vous êtes dans un environnement déjà et que vous scannez pas depuis l'extérieur. C'est plus un white box pentest. Je continue, donc là je refais mon early juste pour vous montrer que les rapports depuis tout à l'heure, tous les workflows qu'on fait, ils ont été sauvegardés, il y en a toujours plus. Et que là, par exemple, celui que j'ai lancé sur Localhost, je l'ai lancé dans un workspace et que j'ai bien mon workspace qui apparaît. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près Output CLI, rapport JSON. Là, je peux vous montrer le worker si vous voulez. Je propose le plan suivant. Worker, petit tour dans les issues ensuite du repo, parce que j'ai trouvé ça assez bluffant le nombre d'issues que tu t'auto-crées pour savoir ce que tu veux tacler plus tard. Tout le monde n'est pas comme ça. C'est la roadmap, hein. Si vous voulez la roadmap, elle est dans les issues. C'est pratique. Et honnêtement, je compte faire pareil pour 2-3 outils ou des roadmaps en GDoc qui traînent depuis 2 ans. Il faut les rendre accessibles, sinon c'est très con. Donc incoming. Et ensuite, on se ferait un petit passage sur l'ajout justement de nouveaux outils. Sinon j'ai peur qu'on finisse vraiment vers du minuit. Je pense que si on vise à 23h40, 45, ça le fait pour vous ? Ouais, carrément. Je pense que l'outil en 15-20 minutes, ça peut se faire. Que ce soit montrer comment faire ou juste montrer un exemple implémenter, après peut-être pas full implémenter, mais implémenter la base, le JSON parsing, l'output. Si t'es chaud,